Camargue. Et je vous présenterai tout à l'heure, il y a aussi le CHU de Grenoble et le CHU de Lyon. Donc, je vais vous parler d'obésité avant de laisser la parole à ma collègue. Pour vous parler de la problématique de l'obésité, un petit peu de données épidémiologiques, mais je veux faire surtout un gros point sur les déterminants, les causes, puisque c'est ce qui va nous permettre de comprendre mieux les modalités de la prise en charge et les recommandations actuelles. J'ai fait un focus sur les médicaments et l'obésité, à la fois ceux qui favorisent la prise de poids et puis ceux qu'on peut commencer à avoir pour la perte de poids et ceux que l'on peut prescrire après les chirurgies bariatriques. Et puis, ce qu'on voulait vous présenter, c'est les dispositifs de prise en charge et avec un focus sur l'obésité de l'enfant pour que vous puissiez aussi, si vous avez des questionnements ou dans les patients qui viennent dans vos officines, de pouvoir aussi les adresser, sachant qu'il y a une prise en charge partout, dans toute l'Auvergne-Rhône-Alpes, sur tous les départements. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure sur le chat et on y reviendra après, on aura un temps d'échange à la fin. Donc l'obésité, c'est un excès de masse grasse qui entraîne des conséquences néfastes pour la santé. Donc chez l'adulte, on utilise l'UMC, donc c'est le rapport du poids sur la taille au carré, je pense que vous connaissez tous ça. On parle de surpoids à partir de 25 et d'obésité à partir de 30. Et après, on a défini 3 grades d'obésité, grade 1 au-dessus de 30, grade 2 au-dessus de 35 et grade 3 au-dessus de 40 d'indice de masse corporelle. C'est important de faire attention aux mots. Donc, le mot obésité morbide qu'on avait dû nous enseigner à l'époque, il ne faut plus l'utiliser par rapport à ce que ça peut renvoyer aux patients. Ce n'est pas très pertinent. Alors, on sait que l'IMC, ce n'est pas exactement l'excès de masse grasse parce que, par exemple, nos superbes rugbyman clermontois ont des IMC au-dessus de 30, mais ils ont plutôt de la masse musculaire. Mais en pratique courante, c'est quand même ce qui est le plus corrélé à l'excès de masse grasse. Chez les enfants, on va faire la même chose, c'est le poids sur la taille au carré, mais par contre, c'est rapporté à l'âge et au sexe. Et donc, en fait, ça ne veut rien dire si on ne le pose pas sur la courbe de corpulence. Les mesures sont recommandées de le faire 3 fois par an jusqu'à l'âge de 2 ans et ensuite 2 fois par an jusqu'à l'âge de 18 ans. Et ce qui est important, c'est qu'au début, ça ne se voit pas. Un enfant, on ne voit pas forcément qu'il est en excès de poids quand on le... Oula, pardon, excusez-moi, c'est pas ça que je voulais faire. Ouh là là. Je reviens. Je voulais juste mettre un stylet. Voilà. Ah, voilà. Vous voyez mon petit point rouge comme ça. Au début, ça ne se voit pas. Un enfant, sur un enfant, on peut considérer qu'il est bien portant, c'est plutôt un enfant qui est en bonne santé. Donc, ça ne se voit pas à l'œil nu. Et puis que la valeur d'IMC est trompeuse. Là, je vous mets un IMC, par exemple, à 22, ce petit point. Je ne sais pas si vous voyez. Un IMC à 22, ce qui est absolument parfait chez un adulte. En fait, chez un enfant, jusqu'à l'âge, c'est de l'obésité jusqu'à l'âge de 7 ans. Et c'est du surpoids entre 7 ans et 13 ans. Et ça commence à être un IMC à partir de l'âge de 13 ans. Donc, juste la valeur d'IMC chez un enfant, par exemple, la 22, ça ne veut rien dire. Il faut vraiment le placer sur la courbe de corpulence. On a fait un site internet qui s'appelle caloris.fr, si vous le souhaitez, si vous n'avez pas un carnet de santé sous la main, ou même pour le grand public, on met le sexe, l'âge, la taille et le poids, et on calcule l'IMC, et ça nous met le point et un code de couleur qui peut nous dire si l'enfant est de corpulence normale en vert, en insuffisance pondérale en bleu, en surpoids en orange ou en obésité en rouge. D'accord? Donc ça peut aider, mais sinon c'est vraiment sur les carnets de santé qu'il faut tracer la courbe. Concernant la prévalence, on a des données qui datent de 2020 en France. Et on voit que les Français ont un IMC moyen à 25,5, c'est-à-dire que l'IMC moyen des Français en 2020 adultes est dans la zone du surpoids. Quand on regarde les adultes de corpulence normale, on est à 48% des Français, surpoids 30% des Français et obésité 17% des Français, ce qui fait qu'on a finalement 47% des adultes qui sont en excès de poids en France en 2020. Un adulte sur 2 quasiment. Donc, on a un peu de boulot. Quand on regarde les enfants, on a des valeurs qui datent de 2015 parce que les enquêtes qui ont été faites en 2020 pour l'enfant n'est pas bien sûr de la fiabilité. Et les chiffres étaient un plus importants. Mais en 2015, on avait 17% des enfants en excès de poids, quasiment un enfant sur 6, dont 3,9% en obésité et 13% en surpoids. Donc, un enfant sur 6 en 2015 en excès de poids, donc c'était avant la période Covid, ça date un peu. Quand on a une petite étude qui a été bien faite, mais qui date de 2021, chez des enfants de 4 ans, donc des tout petits, ils avaient vu qu'entre la période pré-Covid et post-Covid, la prévalence de l'obésité avait doublé, passant donc de l'obésité, pardon, je vais y arriver, de 1,3... non, c'est pas, excusez-moi, c'est le risque d'être en obésité de 1,37 et
après le Covid, 1,7. Ce qui fait que 15%, 16% des enfants de 4 ans étaient en excès de poids, dont 4,6% en obésité. Donc des chiffres alarmants à l'âge de 4 ans. Et les facteurs de risque, pardon, je me suis trompée tout à l'heure, les facteurs de risque de développer un excès de poids étaient le fait d'être une fille et le fait d'habiter dans des zones de quartier prioritaires, des zones REP+, donc c'est-à-dire c'était lié à la précarité. Et les facteurs protecteurs étaient de manger à la cantine et de fréquenter une garderie, donc de pouvoir aussi quitter le domicile. En tout cas, des chiffres de 2015 et de 2021 qui sont alertants. Voilà pour l'épidémio. Pour les complications, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le sujet de ce webinaire, mais pour dire que chez l'adulte, il y a différents types de complications, des complications d'ordre métabolique, cardiovasculaire, mais aussi mécanique. Et puis, on a des choses dont on parle moins, notamment le risque de cancer hormonodépendant, qui est plus important. Et puis, toute la sphère psychosociale, avec des altérations de la qualité de vie, des problématiques de discrimination, des discriminations qui peuvent être professionnelles, qui peuvent être aussi médicales dans le champ du soin, et la dépression. Donc avec une surmortalité cardiovasculaire, hein, le fait d'avoir un IMC autour de 22, comme on le disait tout à l'heure, c'est un IMC où la mortalité est le plus bas. Quand on est trop maigre ou quand on prend du poids, le risque de surmortalité augmente. Donc toutes ces complications, il faut savoir les dépister suite à l'examen clinique du patient. Mais par exemple, nous, dans notre service au CHU, on a des patients très obèses avec des IMC au-dessus de 40, 50, 60, même on a des patients avec des IMC à 80. Chez nos patients, un tiers n'ont pas forcément de complications du tout. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'hérédité, le mode de vie, d'autres facteurs de risque de développer ces complications. Donc, il ne faut pas dire à un patient qu'il va avoir tout ça. Chez l'enfant, les complications somatiques sont plus rares, mais il faut savoir les rechercher, avec notamment pour l'hypertension, un brassard adapté, c'est comme chez l'adulte. Le syndrome d'apnée du sommeil est en fait beaucoup plus fréquent que ce qu'on croit, donc il faut vraiment facilement le rechercher, même chez l'enfant. L'épiphysiolyse de l'ange est rare, mais en tout cas, en cas de boiterie, il ne faut pas se dire c'est normal, l'enfant est en excès de poids, c'est normal s'il boite. Non, ça peut être cette épiphysiolyse de l'ange, donc il faut vraiment rechercher ça facilement. Et puis, les maladies métaboliques, on les recherche si l'enfant atteint une corpulence qui correspond à de l'obésité, c'est-à-dire s'il est au-dessus de la courbe IOTF30 et qu'il y a des antécédents familiaux. Finalement, ce dont se plaignent les enfants, ou en tout cas, même parfois, ils ne s'en plaignent pas, c'est-à-dire qu'ils n'en parlent pas, c'est les complications psychosociales, esthétiques et la discrimination. On peut avoir ça, c'est un petit garçon qui a de l'adipogynécomastie, c'est-à-dire qu'un développement de glandes mammaires, mais aussi de tissu adipeux, ce qui peut être extrêmement difficile à vivre avec ses congénères. De l'acanthocyte nigricans, qu'on a aussi chez l'adulte, hein, c'est une zone plus foncée et un épaississement de la peau, notamment au niveau des plis, comme là, c'est le pli au niveau du cou. C'est pas de la saleté, c'est vraiment lié à l'insulinorésistance. Des problématiques de verges enfouies, de vergetures, de genoux varums, etc. Voilà, qui peuvent rendre le quotidien compliqué. Donc chez l'enfant, il faut vraiment, enfin, le plus fréquent à rechercher, c'est l'apnée du sommeil. Là où je peux passer plus de temps, c'est sur les causes. Finalement, s'il y a une prise de poids, c'est qu'à un moment, les apports en énergie, en carburant alimentaire sont plus importants que l'énergie dépensée. Donc, on va passer un petit peu de temps là-dessus. Et finalement, quand on pense à l'obésité, quand on pense à la prise en charge, la plupart des gens dans la société pensent régime, en tout cas réduire l'alimentation, et puis pensent activité sportive, faire du sport. Et en fait, j'ai envie que vous puissiez repartir avec des idées un peu plus larges sur les causes et les voies d'action. Dans tous les cas, il faut effectivement regarder ce qui se passe au niveau de l'alimentation, il va falloir modifier les choses. Mais il ne faut pas oublier qu'on a besoin de manger pour vivre et qu'on ne peut pas du tout arrêter de manger. Et que manger, ça ne sert pas qu'à avoir du carburant. Manger, ça a plusieurs fonctions chez nous, les humains. C'est la fonction biologique, donc c'est effectivement apporter des calories, mais aussi des macronutriments, des micronutriments, pour vraiment répondre aux besoins du corps. Mais manger, ça a aussi une fonction de régulation émotionnelle, c'est-à-dire que on va manger pour apaiser nos émotions fortes, notamment on va se diriger vers des aliments gras et sucrés parce que ça a une fonction d'apaisement psychologique. C'est ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle et c'est normal.
Et puis manger, ça a aussi une fonction sociale, c'est-à-dire que ça régule la cohésion du groupe. Voilà, chez les humains, depuis qu'on est sorti de nos cavernes, on fonctionne en groupe, on s'est défendu, et les rituels autour de l'alimentation font vraiment une fonction importante de cohésion. Donc, manger répond à ces trois grandes fonctions, et il se trouve que la définition de la santé, c'est un état de bien-être qui est physique et psychologique et social. Et l'alimentation joue sur ces trois paramètres. Donc, il faut être très prudent quand on veut changer l'alimentation des personnes pour ne pas détériorer un certain nombre de ces dimensions. C'est-à-dire, parfois, on veut réguler la problématique physique, on veut enlever la maladie, améliorer notamment, par exemple, l'excès de poids, mais au risque de détériorer la dimension psychologique et la dimension sociale, ce qui est du coup pas une grande victoire sur la santé, et surtout, ce qui fait que ça ne tient pas dans la durée. Et donc, pour cette dimension psychologique, vous tous qui êtes derrière vos écrans, je pense que ça vous est déjà arrivé quand on n'est pas bien, qu'on a un chagrin d'amour, ou qu'on a du stress, ou qu'on est en colère, ou que, voilà, on traverse des choses difficiles dans la vie. On peut avoir envie de manger des aliments sucrés. Et en fait, c'est vraiment cette fonction anxiolytique, c'est-à-dire qu'on va manger dans notre tube digestif, ça va très vite passer dans le sang et aller au cerveau, dans le système, ce qu'on appelle le système de récompense, qui est le système dopaminergique. Qui va nous faire sécréter des hormones apaisantes, et ça marche très bien, notamment avec le sucre. Et à l'échelle de notre société, sans doute qu'on l'utilise de façon excessive pour cette raison-là. Donc, pour revenir sur nos causes, en gardant bien en tête ces trois fonctions de l'alimentation, on peut avoir des obésités secondaires, et il faut savoir les éliminer, mais elles sont extrêmement rares. D'une part, ça peut être des obésités génétiques, avec vraiment une mutation, et vous voyez que sur une courbe de corpulence d'un enfant, c'est une obésité qui va être massive, précoce, et où avant 1 an, on va avoir ce type de courbe de corpulence. Donc ça, il faut avoir l'œil sur une courbe de corpulence pour penser à une obésité génétique, mais c'est extrêmement rare. On peut avoir des dérèglements hormonaux, notamment des hypothyroïdies qui sont assez fréquentes, donc on va les chercher chez nos patients, mais qui n'expliquent pas les 1 Français sur 2 et les 1 enfant sur 6 en excès de poids. On peut avoir des atteintes cérébrales, donc sur des traumatismes crâniens ou des tumeurs, des des radiothérapies cérébrales qui vont altérer les centres de commande des sensations alimentaires, de la faim et du rassasiement. Donc c'est rare aussi. Et puis il peut y avoir des médicaments, et je reviendrai tout à l'heure. Finalement, ça, c'est rare. Ce qu'on retrouve le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle l'obésité commune. C'est finalement cette répétition de petits trop, ou de petits trop ingérés, ou de petits pas assez dépensés. Et finalement, c'est de se demander comment on mange, comment on bouge, mais aussi comment on dort et comment on ressent nos besoins à l'échelle de notre société. Donc, nous, les individus sur cette planète en 2023, on est tous prédisposés à stocker plus que nos besoins. C'est-à-dire, on est prédisposés à pouvoir manger plus que ce qu'on a besoin au quotidien et à le stocker. Et puis, on est dans des sociétés obésogènes parce qu'on est dans des sociétés qui favorisent la sédentarité, et on a accès à une alimentation extrêmement riche. C'est-à-dire qu'on est des aliments qui sont petits en taille, en volume, mais qui sont avec beaucoup de sucre caché et de graisse cachée. Donc, par exemple, ça, c'est une petite quiche parce qu'on n'a pas le temps à midi, et un verre de je ne sais quoi, de soda ou de vin. Et ben, c'est pareil, en calories, qu'un steak haché, des patates, des haricots verts, des carottes râpées, un yaourt, une cuillère de sucre. C'est-à-dire qu'on va être amené à manger des choses petites, mais extrêmement denses en calories, plutôt que de mastiquer un repas un peu plus complet et moins dense en calories. Notre société, c'est une société aussi qui favorise le manque de sommeil. On a perdu 2 heures de sommeil sur le dernier siècle par rapport au siècle précédent, par nuit. Et le manque de sommeil va dérégler nos hormones, c'est-à-dire qu'on va baisser le taux de leptine. La leptine, c'est l'hormone fabriquée par les cellules adipeuses et qui donne l'état des réserves. Et puis, on va augmenter la ghréline, c'est l'hormone qui est fabriquée par l'estomac et qui donne la sensation de faim. Donc, le manque de sommeil répété va dérégler nos hormones, et le message qui arrive au cerveau, c'est « t'as plus de réserve, t'as faim ». Et les personnes vont manger plus, et notamment sous forme de snacks et justement des petites choses, mais très riches. Donc, c'est ce qu'on voit chez les personnes qui bossent, par exemple, en 3-8, qui manquent de sommeil, mais c'est ce qu'on voit aussi beaucoup à l'heure actuelle, avec le temps passé devant les écrans, et par exemple des adolescents qui sont dans leur lit, mais avec leur téléphone ou leur ordinateur ou leur télé, et qui ne vont s'endormir que très très tard, et donc avoir un manque de sommeil répété. C'est aussi ce qu'on voit chez les personnes qui ont un syndrome d'apnée du sommeil, qui vont donc avoir un sommeil hachuré, fracturé, et donc une mauvaise récupération, et donc ça va favoriser la prise de poids. C'est ce qu'on voit aussi beaucoup chez nos patients qui ont des syndromes anxio-dépressifs, avec soit des difficultés à s'endormir, soit des réveils nocturnes, et donc une mauvaise quantité ou une mauvaise qualité de sommeil. Et rien que ça favorise
des prises alimentaires en trop et des prises de poids. Donc, gros focus sur le sommeil. Et puis, on est dans une société anxiogène. Là, on l'a vu par exemple sur la crise sanitaire où toute la France a pris du poids. À la fois, on était peut-être plus sédentaire, mais surtout dans une dimension très anxiogène. On a vu aussi tout ce qui s'est passé au niveau des violences intrafamiliales. Mais le fait de ne pas être bien va entraîner des envies de manger, et notamment des envies de manger du sucre ou de boire du sucre, qui est donc un puissant anxiolytique et qui par le voie des hormones, notamment la dopamine. Donc notre société va faire qu'on peut avoir des apports comme ça, plus importants et répétés, qui font qu'il suffit de rajouter 25 calories par jour chez quelqu'un qui a besoin de 2500 calories. C'est-à-dire 25 calories, ça va être un quart de pomme, un demi-yaourt, un dé à coude de Nutella. Chaque jour, on répète un petit truc en trop et à la fin de l'année, on a pris insidieusement 1,5 kg. Et quand ces apports sont beaucoup plus importants, par exemple, si c'est un verre de soda tous les jours, une canette ou plus, eh bien, la prise de poids va être beaucoup plus rapide. Donc, c'est à la fois, c'est certainement le fait qu'on mange trop, mais c'est de comprendre pourquoi les gens mangent trop, et à la fois sur donc cet accès à une alimentation ultra transformée, donc très riche, peu rassasiante, à la fois le manque de sommeil et à la fois l'utilisation de l'alimentation pour s'apaiser. Et puis, on a probablement un rôle de cette pression sociétale sur l'idéal minceur, sur les régimes à répétition. Les régimes font grossir. Il y a eu un rapport en 2011 de l'ANSES qui avait été sur les risques des pratiques alimentaires d'amaigrissement et qui montrait qu'il s'est entraîné à la fois, quand on restreint beaucoup son alimentation d'une façon ou d'une autre, on va perdre aussi de la masse maigre, du muscle donc, et de la flotte. On va perdre du capital osseux. On risque des carences nutritionnelles, avec parfois des risques cardiovasculaires quand ces carences sont très très bas, sont très importantes, pardon. Et puis, surtout, 80% des régimes sont des échecs, avec une reprise de poids et souvent plus importante, comme l'illustre ce schéma. Et comme on le voit chez nos patients qu'on reçoit toutes les semaines, avec des personnes qui ont pu perdre 100 kilos dans leur vie et qui en ont pris 120 à coup de régimes restrictifs. Pourquoi? Parce que manger, comme on l'a dit, ça sert à réguler son corps, mais aussi ses liens sociaux et aussi ses émotions. Et que quand on est dans ces régimes restrictifs, on va perdre ses repères internes de faim et de rassasiement, à force de ne plus les écouter. On va favoriser les troubles de l'humeur avec les échecs à répétition. Et surtout, on va favoriser des troubles du comportement alimentaire avec des compulsions alimentaires qui vont être vraiment le reflet de sa alimentation émotionnelle qui va augmenter. Et souvent, on a un effet yo-yo. Donc déjà, l'idée de ne pas nuire, c'est de ne pas faire de régime restrictif, pas de pesée alimentaire, pas de liste d'interdits, pas de substitut de repas, pas de régime hyperprotéiné, pas de régime à la mode. Alors à l'heure actuelle, la mode, c'est le cétogène ou le jeûne intermittent. Tout ça n'a montré aucune preuve pour perdre du poids durablement. Notamment le cétogène qui est très à la mode. La seule indication, c'est dans l'épilepsie rebelle et le jeûne intermittent. Sur des modèles animaux, c'est formidable. Dans la vraie vie, aucun intérêt pour le poids. Donc, pas de régime restrictif. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein, je vous montrerai les recours HS qui ont été faites en 2022. Je reviens sur les causes. Donc, on a vu les obésités rares, les obésités communes, et puis ce qu'on retrouve quand même au premier plan, déclencheur d'une prise de poids importante, c'est des facteurs psychologiques. C'est en fait finalement des événements de vie extrêmement mal vécus. Dans notre service, alors on reçoit que des patients qui ont des IMC au-dessus de 40, des grades 3. Un tiers des patients ont pris énormément de poids suite à un décès. Et 1 sur 5 suite à une question de psychotrauma, de maltraitance. La maltraitance, ça peut être la maltraitance physique, la maltraitance psychologique, la maltraitance sexuelle, les abus sexuels, et puis la négligence, c'est-à-dire finalement un lien affectif qui n'est pas sécure. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment et j'ai été étonnée de voir que même parmi les enfants qu'on reçoit dans d'autres dispositifs de prise en charge, c'est aussi extrêmement fréquent. La HAS, en 2011, avait listé les facteurs de risque pour l'enfant, hein, les HAS des recours de l'enfant, pour la prise de poids. On retrouvait bien déjà le manque de sommeil, etc. Mais il y avait aussi toute cette question des abus et des troubles de l'humeur. Donc, finalement, dans ce qu'on vise, en fait, c'est une alimentation régulée, c'est-à-dire qu'on est guidé par des sensations alimentaires, une alimentation intuitive, j'ai faim, je mange, j'ai plus faim, j'arrête de manger. On est influencé par des émotions, mais on n'est pas que sous le contrôle des émotions, donc on n'a pas développé de troubles de conduite alimentaire.
Et on est influencé par nos cognitions, c'est-à-dire notre savoir, c'est ce qu'on appelle la restriction souple, c'est-à-dire qu'on vise un équilibre alimentaire du type PNNS, mais c'est flexible. Et si ce soir c'est n'importe quoi, pizza, coca, sundae caramel, c'est pas grave parce que l'équilibre il se fait sur la semaine et que c'est pas grave quand c'est ponctuel. Le problème, c'est les gens qui sont sous des régimes restrictifs avec des restrictions cognitives rigides et que là, ça va être absolument contre-productif. Et donc, on va essayer de regarder ce qui se passe chez nos patients, s'ils sont effectivement tachyphages, qui mangent vite, hyperphages, qui mangent beaucoup, qui grignotent passivement des petites choses, ou s'il y a des compulsions alimentaires, donc c'est cette impulsivité à manger quelque chose, souvent un aliment réconfortant, donc souvent sucré et ou gras, mais sans perte de contrôle, ou s'il y a ces pertes de contrôle, donc ça va être des grandes quantités, ça va être très vite, ça va être aussi parfois des aliments pas forcément agréables, comme des produits congelés pas cuit encore, ou voilà. Et puis, s'il y a des troubles du comportement alimentaire, donc l'hyperphagie boulimique ou du night eating disorder, c'est-à-dire c'est ces compulsions avec perte de contrôle, beaucoup de culpabilité, souvent cachée à l'entourage, mais avec derrière pas de technique compensatoire et une fréquence qui est au moins une fois par semaine depuis au moins 3 mois. Donc, ces troubles du comportement, c'est quand même 15 à 50% de nos patients en obésité et c'est beaucoup plus souvent associé à des questions de psychotrauma et de violence dans l'enfance. Et effectivement, et les patients sont tellement dans la culpabilité, sont tellement en difficulté avec ça qu'ils ont du mal à en parler. Mais c'est pas rare. Donc, après avoir balayé un peu les causes et les comportements alimentaires et cette dimension de l'alimentation émotionnelle, je vais vous faire juste 2 diapos sur les recommandations de prise en charge de la HAS. Pour l'adulte, elles ont été republiées en juin 2022. L'idée, c'est de regarder notre patient, non pas seulement sous l'angle du poids, comme ça a été fait pendant des années, du poids et de la corpulence, mais selon 7 critères. C'est-à-dire qu'on va regarder l'indice de masse corporelle, les complications médicales, mais on va aussi regarder sa qualité de vie avec le même intérêt et ce retentissement fonctionnel, c'est-à-dire par exemple la possibilité de marcher. On va regarder s'il y a des troubles psychologiques associés. On va regarder la cause de l'obésité avec un petit peu dérouler tout ce que je viens de vous passer. On va regarder le comportement alimentaire et on va regarder la trajectoire de poids. Et donc, on va grader la sévérité de l'obésité, pas seulement sur l'IMC, mais aussi sur son retentissement et où sa cause et dans quoi il s'inscrit pour pouvoir à la fois mettre le bon niveau de prise en charge, mais ça va permettre aussi de donner la MM à certains médicaments et l'accès à la chirurgie bariatrique pour certains. Donc, dans les recos, il est bien redit que l'objectif de prise en charge ne se résume pas à un objectif de poids. Donc, vraiment, on peut avoir des patients qui sont suivis depuis 1 an et qui sont toujours au même poids, mais c'est une grande victoire parce que finalement, ils n'ont pas pris 20 kilos. C'est aussi une grande victoire parce qu'ils n'ont plus de troubles du comportement alimentaire et qu'ils ont amélioré leur qualité de vie, leur périmètre de marche, voilà, leur diabète est équilibré, etc. Donc, il ne faut vraiment pas résumer un objectif et un patient à son poids. La perte de poids doit être posée au cas par le cas. Par exemple, chez les sujets âgés de plus de 70 ans, il n'y a pas d'intérêt à perdre du poids avec un gros risque de sarcopénie, hein, donc de perte de la fonction et de la masse musculaire, et que le degré de perte de poids doit être fait globalement dans un projet de soins. Sur le plan de l'alimentation, pour une perte de poids durable, il faut que les réductions des apports soient modérées en fait, et personnalisées, c'est-à-dire c'est petit à petit. Qu'il faut travailler sur le comportement alimentaire et travailler sur les signaux. Donc, rééduquer la faim, le rassasiement, la satiété, c'est-à-dire les signaux internes. Donc, par exemple, dans notre service, on va avoir des ateliers sur la dégustation de chocolat pour travailler sur cette perception des sensations alimentaires. Et ces ateliers nous permettent aussi de travailler sur la composante émotionnelle de l'alimentation. Donc, vraiment travailler sur l'alimentation émotionnelle, déjà l'identifier et ensuite pouvoir travailler sur ses causes. Et puis, on va travailler sur l'idée d'un équilibre alimentaire en phase avec le PNNS. Donc, c'est quand même ce qui guide l'équilibre alimentaire. Les régimes déséquilibrés très restrictifs sont déconseillés. Et voilà. Sur l'obésité de l'enfant, on a des recours qui datent aussi de 2022, où on va essayer de regarder le patient dans son entièreté, dans sa complexité, avec à la fois les causes et le retentissement. Et là sera rajoutée la dimension de la scolarité et de la situation familiale, puisqu'il va falloir aussi travailler avec les enfants, les parents, pardon. Il y a des messages clés qui ont été faits. En tout cas, l'idée, c'est de proposer des soins pour un accompagnement dès le diagnostic, en fait, d'agir tôt,
de ne pas attendre, en fait. Hein. Dès qu'on voit que sur la courbe de corpulence, il se passe quelque chose, il faut agir le plus tôt possible. Et que là non plus, la perte de poids n'est pas l'objectif prioritaire. Sur les médicaments, il y a dans les recours HAS, ça a été listé les médicaments qui favorisent la prise de poids. Donc, c'est voilà, les recos 2022 sur une publication de 2017, mais en tout cas, c'est dans les recos, sur une liste d'antidépresseurs et d'antipsychotiques qui favorisent la prise de poids. On a dans notre service, par exemple, 80% de nos patients pour des comorbidités psychiatriques. Donc, effectivement, est-ce que c'est le médicament qui a favorisé la prise de poids? Est-ce que c'est la dépression qui a favorisé l'alimentation émotionnelle et la prise de poids? Est-ce que c'est l'événement qui est à l'origine de la dépression aussi, qui a pu favoriser la prise de poids? C'est pas, il n'y a pas une seule réponse, c'est souvent un ensemble. Et que effectivement, notamment par exemple sur les antipsychotiques, effectivement, l'indication et l'efficacité est telle que on peut pas forcément avoir beaucoup de switch de médicaments. Alors sur les antidépresseurs, il y a peut-être moyen de pouvoir traiter la dépression avec un antidépresseur qui ne fasse pas prendre de poids. Sur les antidiabétiques, j'ai envie de dire que l'insuline, les sulfamides sont sans doute moins prescrits à l'heure actuelle, notamment chez les personnes en excès de poids. L'insuline, ça fait grossir si on mange trop. C'est-à-dire que si la personne prend plus de carburant que ce qu'il a besoin, l'insuline va favoriser son stockage. Mais ça ne fait pas grossir si la personne mange de façon suffisante et équilibrée par rapport à ses besoins. On a, c'est vrai, un vrai problème avec les corticoïdes qui sont très orexigènes. Sur les pilules, on n'est pas sur des prises de 40 kg, hein, c'est vraiment très pilule dépendant, personne dépendant, donc on est sur des plus petites prises de poids. Puis on peut avoir effectivement aussi les anticonvulsivants et les antirétroviraux. Donc, je pense que vous avez déjà, vous êtes plus aguerri que moi sur cette partie-là. En tout cas, on essaye de voir avec les psychiatres si des fois il y a des possibilités d'adaptation des traitements. Et puis sinon, c'est d'accompagner les patients sur quand même leurs sensations alimentaires. Pour ce qui est des médicaments avec AMM pour la perte de poids, vous devez avoir à votre disposition l'orlistat qui inhibe la lipase pancréatique, donc qui diminue l'absorption des lipides. Donc, c'est pas remboursé. C'est intéressant chez les patients qui mangent très gras, parce que du coup, une partie des lipides des repas vont pas être absorbés, mais pour les grignoteurs, les compulseurs, ça va pas forcément avoir d'intérêt. On a eu depuis 2021 le liraglutide quotidien, donc avec l'indication obésité, pas seulement pour le diabète, qui est sur prescription mais non remboursé, et qui est quand même, je ne sais pas, vous allez peut-être me dire, peut-être les prix ont un peu baissé, mais qui sont quand même extrêmement chers, alors que la plupart de nos patients sont en grande précarité, donc c'est quand même peu accessible à la majorité des patients qu'on suit, mais qui peut être intéressant sur le poids. On a eu l'accès au sémaglutide, mais alors seulement sur prescription hospitalière dans les pharmacies hospitalières en accès précoce, mais ça s'est arrêté en septembre 2023, donc il y a des pourparlers à l'heure actuelle avec l'assurance maladie, mais pour le moment, ça n'a pas abouti chez des patients avec des IMC au-dessus de 40. J'ai oublié de dire, le Saxenda, c'est des IMC au-dessus de 27. Donc là, pour le moment, on ne peut plus le prescrire, plus toutes les ruptures de stock mondiaux, bon, vous avez sans doute entendu parler. Et puis, on a l'Imcivri, qui est le 7-mélanotide, qui est pour le coup sur des prescriptions sur des obésités rares génétiques. Donc, en fait, on a très peu de patients qui sont concernés par ce traitement, mais qui est en accès en précoce depuis mars 2022. Alors, à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'études sur des doubles agonistes GLP1, GIP, et même des triples agonistes GLP1, GIP, glucagon, donc qui sont en phase 3. Le double agoniste est déjà disponible dans d'autres pays, mais pas en France. Donc, on a probablement un futur pour l'arsenal médicamenteux pour nos patients. Mais compte tenu de la problématique et des causes de l'obésité sur lesquelles j'ai insisté, on a des non-répondeurs. Et c'est l'idée que ça soit en seconde intention après une prise en charge globale. Sinon, le risque, c'est que ça ne marche pas. Pour ce qui est du focus des médicaments après la chirurgie bariatrique, je vous ai remis, juste pour info, les recommandations de la chirurgie bariatrique. On a des recos qui datent de 2009, c'est un peu vieux, et les prochaines arriveront en 2024. La chirurgie, elle est recommandée pour des patients avec un IMC au-dessus de 40, voire 35, avec des complications sévères qui peuvent être améliorées. Et c'est en deuxième intention après une prise en charge globale. Et globale,
c'est diététique et psychologie physique de plusieurs mois. Ce n'est pas la même chose qu'une succession de régimes, contrairement à ce que peuvent penser un certain nombre de patients, voire de professionnels de santé, et s'il n'y a pas de contre-indication. Donc l'idée, c'est une préparation d'au moins 6 mois, mais quand on a une alimentation émotionnelle, une absence de sensations alimentaires, une sédentarité et souvent des trajectoires de vie complexes, 6 mois, c'est pas suffisant. On est plutôt sur 1 an au moins de vraiment avoir travaillé le fond du problème pour que les gens perdent du poids après la chirurgie, mais ne le reprennent pas derrière. Il faut que ça soit validé en RCP multidisciplinaire. 3/4 des chirurgies en France ont lieu dans le privé. Et malheureusement, il n'y a pas forcément tout dans ces situations une RCP multidisciplinaire, ce qui est bien dommage. Et puis, le suivi doit être à vie. Et beaucoup de patients sont perdus dans la nature. Il y a un taux de perte de vue impressionnant qui augmente avec les années. Et l'idée, c'est vraiment qu'ils soient au moins 1 fois par an avec un suivi nutritionnel. Donc, si vous voyez ces patients, c'est aussi de les renvoyer vers leur suivi nutritionnel. Et il y a des contre-indications qui sont les troubles sévères et non stabilisés du comportement alimentaire. Ça conduit à des échecs. La dépendance à l'alcool ou à d'autres addictions. L'absence de prise en charge, parce qu'il faut vraiment que ça soit en seconde intention. Et puis les troubles cognitifs ou mentaux sévères, avec l'idée que les patients ne vont pas adhérer à un suivi sur le long cours. Les techniques, il y a des techniques principales qui sont la sleeve gastrectomie, qui est une technique restrictive, c'est-à-dire qu'on coupe l'estomac dans sa hauteur et que donc, au lieu d'avoir une poche, on a un tube et cette partie-là, elle est mise à la poubelle, hein, elle n'est plus là. Donc, on n'a qu'un tube et c'est donc les gens mangent moins. Mais en fait, ça n'empêche pas de manger toutes les demi-heures et que si les gens grignotent, compulsent, boivent des boissons sucrées toute la journée, eh bien, ils risquent de pas perdre de poids, en tout cas de reprendre le poids aussi sec. Et les carences nutritionnelles sont variables après les sleeves, puisqu'il n'y a pas de problème de malabsorption, contrairement à la deuxième technique qui est le bypass en Y, qui est la deuxième technique la plus pratiquée en France, où là, on va faire une cloison dans le haut de l'estomac, donc on en met moins, c'est une technique restrictive, mais on va aussi faire un bypass avec l'idée qu'on remonte un bout d'intestin directement sur l'estomac, ce qui fait que les aliments passent par là, tandis que les enzymes de la digestion passent de l'autre côté. Et donc, on a une malabsorption puisque les deux se rejoignent que plus loin. Ce qui fait qu'il y a des carences systématiques, puisque dans la partie du duodénum, notamment, est absorbée la vitamine B12, le calcium et un certain nombre d'autres oligo-éléments, ce qui fait que le fait de faire un bypass va forcément créer des carences et que la supplémentation doit être prévue à vie. Les réserves de vitamine B12, on en a pour 2-3 ans dans l'organisme, ce qui fait que les carences n'arrivent que plus tard et souvent les gens ne sont plus suivis à ce moment-là. Les carences en calcium, on en a dans l'os, donc on a des réserves pour des années, mais il y a un risque fracturaire important après le bypass et d'ostéoporose, même chez des jeunes. Voilà. Donc il faut vraiment être en alerte par rapport au risque de carence après un bypass et qu'elles arrivent tardivement et qu'elles sont avec des signes cliniques qui sont très insidieux, ce qui fait que les gens ne mettent pas forcément le lien avec leur bypass et qu'il faut les réadresser à un suivi. On a aussi le mini bypass, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est un bypass en oméga. Le montage chirurgical fait qu'il y a encore plus de carences qui sont plus profondes et que pour le moment, elle n'est pas recommandée par la Haute Autorité de Santé. Je ne vous parle pas de la dérivation biliopancréatique qui est très peu faite et qui n'est pas recommandée. L'anneau ne se fait plus, quasiment plus. Et la gastroplastie verticale calibrée ne se fait plus non plus. Mais on a des patients qui ont encore ces montages chirurgicaux-là. Donc l'idée, c'est que s'il y a une sleeve, il faut une multivitamine riche en oligo-éléments pendant toute la phase de perte de poids, pendant 6 mois, 1 an. Il faut rajouter de la vitamine D à vie de type une ampoule du V-dose par mois et corriger les carences sur les bilans biologiques. Pour les bypass, il faut vraiment cette multivitamine avec des oligo-éléments à vie, mais celles que vous trouve en pharmacie ne sont pas suffisantes, elles ne sont pas adaptées. Et donc, il faut rajouter de la vitamine B12. Sur les supplémentations, on est plutôt à 140 000% des apports, des besoins, pardon, enfin en tout cas, vous voyez, très chargé en B12, en vitamine D, en calcium et en fer. Et bien sûr, corriger les carences si on en voit sur les bilans annuels. Donc, c'est important d'avoir ça en tête et de pouvoir réadresser les patients. Donc, en conclusion, l'obésité, c'est une maladie c'est déjà une maladie, c'est pas aussi clair que ça il y a 10-15 ans, chronique, donc elle ne guérit pas spontanément, évolutive, donc elle peut s'aggraver et qui a beaucoup de causes intriquées. L'idée, c'est d'accompagner les patients vers des changements réalistes, progressifs et durables.
qu'il faut éviter les régimes restrictifs, interdit d'interdire. Il faut vraiment respecter cette triple fonction de l'alimentation. Donc, il faut déculpabiliser les patients qui peuvent aussi avoir de l'alimentation émotionnelle, qui peuvent aussi faire le repas du réveillon avec la bûche ou les petits fours, parce que c'est pas tous les jours et parce que ça fait partie de notre santé sociale. Et que les trois peuvent s'équilibrer. Effectivement, si on a fait un peu des excès, ben, on aura un peu moins faim si on écoute nos sensations alimentaires qui permettent de réguler la première fonction. Donc, quoi manger? Ben, c'est l'équilibre type PNNS sur la semaine. Et quelle quantité manger? C'est indépendant. C'est dépendant de chacun. Et donc, ça dépend des sensations alimentaires qu'il faut rééduquer, savoir manger en pleine conscience. On va vraiment essayer de regarder s'il y a des troubles du comportement alimentaire, déculpabiliser les patients et travailler sur cette dimension-là événementielle, notamment avec les psychologues. Il faut, même dans la prévention, augmenter la tolérance aux émotions, savoir reconnaître ses émotions, les accepter. Nos patients sont souvent alexithymiques, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à reconnaître et nommer leurs émotions. Il faut travailler sur l'acceptation et le respect de son poids, de soi, et de son corps, l'image du corps. Et puis, bien sûr, augmenter l'activité physique, mais même à l'heure actuelle, simplement limiter la sédentarité, augmente l'espérance de vie en bonne santé. Et puis, il faut regarder ce qui se passe du côté du sommeil pour les rétablir de façon quantitative et qualitative. Et puis, je crois dans nos formations, c'est assez récent qu'on en parle, mais il faut aussi savoir dépister les psychotraumatismes et les maltraitances, qu'elles soient passées ou actuelles, et pouvoir se former pour savoir accueillir cette parole et réorienter les personnes. Sur le plan du poids, on peut viser la stabilisation chez les enfants. Il faut grandir, donc leur corpulence va s'améliorer. Il faut, chez les personnes qui ont fait un yo-yo à répétition et chez les sujets âgés, il faut viser la stabilisation du poids, ne pas grossir. Sinon, les pertes de poids, c'est 5 à 10% du poids sur 6 mois à 1 an, c'est-à-dire 1 à 2 kilos par mois. C'est ce qu'on peut obtenir et surtout maintenir. Ce qui est important pour les patients, c'est la qualité du suivi qui doit être régulier, prolongé, interdisciplinaire et qui doit intégrer absolument la dimension psychologique et la dimension corporelle pour qu'une efficacité se fasse sur le long cours. Et puis, pour tous les professionnels, c'est de travailler notre empathie, notre bienveillance et surtout notre non-jugement chez ces patients qui sont soumis à une discrimination au quotidien. Les médicaments et la chirurgie, c'est au cas par cas et c'est toujours en deuxième intention. À l'heure actuelle, voilà, l'intérêt du Saxenda et de la chirurgie bariatrique, mais en deuxième intention. Voilà, je suis désolée parce qu'on est obligé d'aller un peu vite compte tenu de notre format de webinaire. Je vais laisser la parole à ma collègue et je répondrai à vos questions en fin de diaporama avec plaisir. Merci. Je te laisse prendre la main. Oui, je vais partager mon écran. N'hésitez pas à poser vos questions si vous voulez, je répondrai pendant cette partie aussi. Est-ce que du coup, vous voyez bien mon écran là? Oui, tu n'es pas en diaporama, mais on le voit bien. C'est bon. Donc du coup, moi, je suis Victoria Rousset-Thierry, je suis coordinatrice régionale du dispositif Proxob que je vais vous présenter. Et je suis également une des coordinatrices du centre spécialisé de l'obésité Caloris, donc qui est sur la région Auvergne. Je vais vous présenter du coup les structures et dispositifs de prise en charge qui existent en Auvergne, puisqu'on fait toutes les deux parties du centre spécialisé sur cette partie-là de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais par contre, c'est des dispositifs du coup qui existent sur l'ensemble du territoire, ou en partie, je vais vous expliquer ça au fur et à mesure, mais l'idée c'est que vous ayez aussi une vision un peu sur l'ensemble de la région. Donc en France, il y a 37 CSO. Donc sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on en a 4. Donc 3 CHU, donc Clermont, Lyon et Grenoble, et une clinique, la Sauvegarde à Lyon. On a 2 missions. La première, c'est de prendre en charge de manière pluridisciplinaire l'obésité complexe, donc qu'elle soit adulte, pédiatrique ou la filière bariatrique. Et notre deuxième mission, c'est de coordonner les filières de soins obésité, donc adulte, pédiatrique et bariatrique, sur l'ensemble de nos territoires. Et donc nous, pour le coup, sur notre CSO, c'est l'ensemble de la partie du territoire Auvergne. Là, vous avez une cartographie donc, qu'on vous reverrez par la suite, avec voilà, tous les territoires couverts sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc nous, on est en bleu foncé pour l'Auvergne. Et donc, on a un dispositif qui s'appelle Proxob, qui couvre toute l'Auvergne et Drôme-Ardèche, dont je parlerai tout à l'heure. Et là, vous avez vraiment les contacts par territoire en fonction du lieu de résidence de la famille ou de la personne.
des différentes structures de prise en charge, que ça soit adulte ou enfant. Mais je vais vous en parler davantage par la suite. Donc nous, au niveau de la région Auvergne, ce qu'on a mis en place, c'est une affiche avec un numéro unique pour que les personnes en situation de surpoids ou d'obésité, adultes ou enfants, puissent nous solliciter pour qu'on puisse les orienter vers les dispositifs qui existent sur la région, enfin sur l'ex-région Auvergne. Donc c'est le numéro que vous voyez là, le 04 73 75 44 87. Et on a également un site internet dont vous parlait tout à l'heure le docteur Miolan, qui est caloris.fr, où sont renseignées les structures de prise en charge et différentes informations. Donc pour les patients, la porte d'entrée, enfin voilà, notre outil de communication et la porte d'entrée pour eux, c'est vraiment qu'ils puissent nous solliciter grâce à cette affiche. Nous, sur la région Auvergne, on essaye de la communiquer de plus en plus à toute une diversité d'acteurs. Alors à la fois les professionnels de santé qui vont pouvoir nous orienter des patients parce qu'ils sont dans le diagnostic et dans le suivi des familles et des adultes. Mais également, après, nous, on essaye aussi de les mettre à disposition, notamment dans les officines, pour que vous puissiez, voilà, en tout cas, en parler aux patients qui éventuellement vous en parleraient et orienter vers nous pour qu'on puisse après les orienter vers les dispositifs de prise en charge. Et on a un deuxième outil que je viens de vous faire apparaître, qui est vraiment cette fiche à destination des professionnels de santé, qui est beaucoup plus détaillée avec toutes les différentes structures de prise en charge, que ce soit des SSR ou des centres hospitaliers, avec toutes leurs modalités de prise en charge, donc les tranches d'âge pour les enfants, si c'est du bilan, du suivi, etc. Donc là, c'est vraiment pour une orientation un peu plus poussée. Là, je vous présente un document qui synthétise toutes les prises en charge qui existent sur le territoire du Puy-de-Dôme qu'on a travaillé avec la CPAM 63. Il y a notamment le dispositif MRTC pour le coup qui est commun donc sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes et même sur toute la France. Peut-être que vous en avez entendu parler. Donc qui est vraiment sur une prise en charge pluridisciplinaire de premier recours des premiers signes de surpoids ou d'obésité non complexes. Et après, vous avez différentes structures de prise en charge. Donc je ne vais pas aller dans le détail ici, ce n'est pas l'objectif. Je vais plutôt vous parler des dispositifs du coup qui sont plutôt communs à la région, donc le dispositif REPOP et le programme Proxop qu'on développe sur toute l'Auvergne et la Drôme et l'Ardèche. Mais en tout cas, sachez qu'il n'y a pas que ces dispositifs-là et que notre rôle en tant que centre spécialisé de l'obésité, c'est vraiment de pouvoir orienter les patients en fonction de différents critères vers la structure qui sera la plus adaptée. En tant que centre spécialisé de l'obésité, on propose également des formations. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais en tout cas, elles sont sur des thématiques relativement larges, que ce soit la chirurgie bariatrique, ce qui va concerner le surpoids et l'obésité spécialement pédiatrique, l'éducation thérapeutique du patient, et puis tout ce qui va concerner la prise en charge interdisciplinaire de l'obésité. On continue. Et donc là, je vais vous présenter par la suite les deux principaux dispositifs donc, qui vont concerner la prise en charge de l'obésité de l'enfant. Donc il y a le dispositif Proxob, qui est à domicile, qui va concerner toute la famille et sur lequel on va pouvoir intervenir à partir du moment où on a au moins un enfant en situation de surpoids ou d'obésité dans la famille. Avec la première année, 18 ateliers au domicile, avec un diététicien, un professionnel de la parentalité et un enseignant en activité physique adaptée. Et la deuxième année, plutôt un accompagnement à distance. L'idée, c'est vraiment que la famille elle devienne actrice de sa prise en charge et qu'elle mette en place des changements. Et donc avec des appels téléphoniques et des ateliers en visio. Le deuxième accompagnement, c'est l'accompagnement de type REPOP. Donc je vais vous présenter ce qui existe, le REPOPA qu'on propose nous sur la région Auvergne. Mais par contre, ces accompagnements de type REPOP, il y en a sur l'ensemble des départements de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc vous avez leurs coordonnées que je vais vous laisser si vous avez besoin d'aller les solliciter ou d'orienter des familles vers ces dispositifs-là. Et là, c'est un accompagnement un peu différent, en cabinet libéral, plutôt individuel, qui va concerner uniquement l'enfant, sur des enfants de 2 à 18 ans. La première année, c'est 3 consultations médicales, 5 consultations diète, psychologique et en activité physique adaptée. Et la deuxième année, on peut renouveler cet accompagnement. Et là, c'est vraiment en fonction des besoins qu'on renouvelle ou pas les accompagnements.
Ces 2 dispositifs, ils sont entièrement pris en charge financièrement par l'assurance, maladie et l'Agence régionale de santé. Donc il y a aucun frais pour les familles. Je vais vous présenter un peu plus dans le détail le dispositif Proxob. C'est un accompagnement qui est, expérimentation article 51. Ça signifie qu'en fait, on a des financements pour fonctionner jusqu'en septembre 2026. Et après, l'idée, c'est de pouvoir évaluer le dispositif et voir s'il peut être ensuite généralisé en France. C'est ce qui s'était passé pour le dispositif MRTC dont je vous ai parlé, tout à l'heure, mais si on retrouve ton cap. Donc là, l'idée, c'est vraiment qu'on soit sur de la prévention et de la prise en charge de toute la famille. À partir d'une porte d'entrée, c'est le fait qu'il y ait un enfant qui soit en excès de poids. Donc notre objectif, c'est d'accompagner 400 familles, soit 1 400 personnes sur tous les départements de l'Auvergne, également la Drôme, l'Ardèche. On fait également le sud de la Loire, donc en dessous de Saint-Étienne et l'ouest de l'Isère. Et donc là, on a vraiment des professionnels qui vont aller au domicile de la famille, un diététicien, un enseignant en activité physique adaptée et un professionnel de la parentalité. C'est notamment des profils d'éducateurs spécialisés ou de conseillers conjugaux ou familiaux. Et là, ils vont vraiment travailler sur toutes les dimensions dont vous a parlé Magali dans la première partie, c'est-à-dire le sommeil, le rapport aux écrans, la communication au sein de la famille, le cadre éducatif. Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce que le cadre il est au contraire trop souple? Vraiment toutes ces dimensions-là. Ils sont tous formés à l'éducation thérapeutique du patient avec la spécialité obésité. L'idée, c'est vraiment que la famille, suite à l'accompagnement, elle soit vraiment actrice de sa prise en charge et elle puisse mettre en place des changements d'elle-même et surtout les maintenir dans le temps. Ils sont équipés donc ces professionnels sont équipés de mallettes pour pouvoir intervenir au domicile. Donc c'est des mallettes avec des outils très pédagogiques, très ludiques. On a, des jeux de plateau, des jeux de cartes. L'idée, c'est vraiment qu'on rassemble tout le monde autour de la table, sur une thématique et sous le format jeu, on va essayer de leur faire passer des messages et de mettre des changements, d'ouvrir le dialogue sur la thématique, du jour. Et donc tous ces temps-là, ils sont financés. Tous les temps d'intervention au domicile sont financés. On a également des temps de coordination, entre, les différents professionnels pour adapter au mieux l'accompagnement au profil de la famille. Et j'ai oublié de vous dire, on a également des coordinatrices départementales qui font le lien entre les familles qu'on accompagne et les professionnels qui vont au domicile. Voilà pour cet accompagnement. Ce qui est important, c'est vraiment que les familles, elles aient accès à cette information, qu'elles sachent que le dispositif, il existe. Donc nous, on communique par différents moyens, mais c'est aussi de pouvoir passer, par les officines. Donc les critères d'inclusion dans le dispositif, c'est qu'il y ait que ce soit des familles qui soient en demande d'aide, qui sont en demande d'accompagnement et qu'il y ait au moins un enfant, donc de moins de 18 ans, qui soit en excès de poids dans la famille. Il faut que la famille soit en demande d'aide parce qu'on sait que l'injonction, aux soins ne marche pas. Si on dit: «Vous allez faire Proxob, vous en avez besoin», ça va pas marcher. Il faut vraiment que la famille, elle soit en demande de cet accompagnement-là. Il faut également qu'il y ait des critères supplémentaires, que la famille soit en situation de précarité. Donc là, nous, on utilise un score EPI, c'est un questionnaire scientifique. Il faut qu'il y ait un éloignement géographique des centres de soins. Sur notre territoire, on remplit, rapidement ce critère-là. Que l'enfant, en tout cas, soit en rupture de soins ou qu'il y ait eu des échecs de prise en charge antérieure. Il y a des critères de non-inclusion, bien sûr, parce qu'il faut que la famille soit réceptive à l'accompagnement. Il ne faut pas qu'on ait un adulte qui soit avec un IMC supérieur à 45, un IMC, pardon, supérieur à 45 et qui refuse tout accompagnement. Il ne faut pas qu'on ait une obésité syndromique ou génétique d'un enfant sans qu'il y ait une prise en charge parallèle. Il ne faut pas qu'il y ait de pathologie non plus, psychiatrique non stabilisée, puisque là, ça va être compliqué, d'intervenir et on risque de mettre nos professionnels en danger. Et il faut qu'il y ait au moins, les parents ou au moins un enfant adulte qui puisse faire la traduction en maîtrisant la langue française. Là, c'est vraiment pour qu'on puisse échanger et avancer dans l'accompagnement. Donc vous avez une petite courbe là qui indique le déroulé de l'accompagnement familial, Proxob. Donc on a un premier temps de rencontre sur une structure, de proximité
Donc en général, c'est les CH départementaux ou des structures de soins plus proches du domicile, avec l'équipe qui va intervenir au domicile pour qu'ils puissent se rencontrer, le médecin et la coordinatrice. Et là, on fait un premier bilan médical de l'ensemble de la famille. On vérifie notamment l'éligibilité au dispositif Proxob. Après, il y a la première année avec toutes ces interventions au domicile. Donc, c'est quand même 18 séances au domicile, c'est relativement conséquent, mais on a 12 mois pour les réaliser. Donc, on a du temps, mais il faut quand même que la famille elle soit disponible pour qu'on fasse ces rendez-vous-là et surtout qu'elle accepte que les professionnels viennent à son domicile. Et toute cette année-là, on va avoir 3 temps de coordination entre le trinôme qui va au domicile et la coordinatrice départementale pour améliorer, adapter au mieux l'accompagnement qu'on va réaliser au domicile. On refait un bilan en structure au bout d'un an, faire le point des différents changements qui ont été mis en place, éventuellement réorienter vers un autre dispositif si on se rend compte que l'accompagnement Proxob n'est pas forcément adapté. Et la deuxième année, l'idée, c'est qu'on est plutôt à distance de la famille, avec des appels de suivi tous les 3 mois ou un rendez-vous de suivi qui va se passer au domicile. Et on propose également des ateliers en visio pour maintenir le lien avec la famille. Et on refait le point au bout de 2 ans pour voir comment s'est passé du coup cette année en autonomie et éventuellement orienter vers d'autres structures de prise en charge. Donc là, vous avez les coordonnées par territoire des coordinatrices départementales. Donc ça, c'est des coordonnées que vous pouvez complètement communiquer aux familles si elles sont intéressées par le dispositif Proxob. Ou même, vous pouvez vous les solliciter si vous souhaitez avoir davantage d'informations ou nous indiquer que vous avez parlé du dispositif éventuellement à une famille. Donc là, je vais vous parler du dispositif REPOP. Donc là, c'est un dispositif. Donc, je vais vous présenter celui qu'on propose sur l'ex-région Auvergne, mais vous avez des dispositifs de ce type-là qui existent sur l'ensemble du territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est un réseau de prévention et de prise en charge de l'obésité pédiatrique. En fait, c'est un parcours de soins de proximité qui va se réaliser, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, au cabinet libéral des professionnels de santé. Donc ça, c'est une des grosses différences avec l'accompagnement Proxob. Proxob, c'est au domicile et le REPOP, c'est plutôt en cabinet libéral. Donc avec un médecin, un psychologue et un diététicien de proximité. C'est en lien avec une équipe de coordination donc qui va vraiment coordonner le parcours, faire le lien avec les différents professionnels. Et c'est un accompagnement qui s'adresse aux enfants et aux adolescents âgés de 2 à 18 ans, qu'ils soient en surpoids ou en obésité. Donc, il est entièrement gratuit. Il peut avoir une durée de 9 à 24 mois. Là, ça va vraiment varier en fonction du profil de l'enfant. On va mettre l'enfant, enfin, en tout cas sa famille, en lien avec des professionnels libéraux qui sont à moins de 30 km de son domicile. Là, c'est vraiment l'idée de la proximité. Il va y avoir 3 consultations initiales de bilan, donc avec un médecin, un diététicien et un psychologue. Et ensuite, 5 consultations paramédicales de suivi et 2 consultations médicales de suivi également. Il y a des vidéoconsultations régulières avec le dispositif, avec l'équipe de coordination du REPOP. Et il y a des accompagnements possibles en activité physique adaptée en partenariat avec le DAPAP. Tous nos professionnels de santé, donc les médecins, diététiciens et psychologues, ils sont formés à l'obésité pédiatrique par l'équipe de coordination. Et il y a des réunions de concertation pluridisciplinaire du REPOP qui sont organisées tous les mois. Donc, vous avez des dispositifs de ce type sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes et c'est possible de s'inscrire toute l'année. Je ne vous l'ai pas dit pour le programme Proxob, mais c'est aussi possible de s'inscrire toute l'année. Et l'autre différence avec le programme Proxob, c'est que Proxob, on sera vraiment sur un accompagnement familial. Il faut vraiment que toute la famille s'implique sur le dispositif. Alors que sur le REPOP, on est plutôt sur un accompagnement individuel de l'enfant. Alors pour les plus petits, bien sûr qu'on a besoin que les parents soient vraiment acteurs, mais c'est plutôt individuel. Donc là, vous avez la cartographie donc sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc tous les territoires sont couverts par les REPOP. Donc c'est vraiment les couleurs bleu, vert, bleu clair que vous voyez sur l'ensemble du territoire. Et en fait, les points verts, c'est ce qui va concerner l'accompagnement Proxob.
Donc, je vous laisse, en tout cas, on vous communiquera la carte, mais si vous avez besoin des coordonnées sur vos territoires, je vous laisserai les reprendre. Et après, pour l'orientation, vous pouvez tout à fait solliciter les centres spécialisés de l'obésité sur le côté plutôt adulte. Je vous remercie. Pour information, on recherche des médecins, des psychologues, des diététiciens sur l'ensemble des territoires, en tout cas ce qui concerne l'Auvergne, pour étoffer nos dispositifs, parce qu'on recrute régulièrement des nouveaux professionnels. Et sur la coordination de l'accompagnement REPOP-A, on recherche actuellement un psychologue et un 20 à 40 de médecins, donc plutôt sur Clermont-Ferrand pour le coup. Voilà, j'en ai fini. Je vous laisse également ces liens à disposition si vous souhaitez davantage d'informations sur l'obésité adulte, comment aborder l'obésité et la chirurgie bariatrique. Donc là, c'est plutôt des vidéos qu'on laisse à disposition des médecins, des pédiatres, mais en tout cas, si ça vous intéresse de les voir ou comment aborder et apporter les premiers conseils en cabinet pour l'obésité de l'enfant. Et enfin, il y a le court-métrage Grosse qui est vraiment très intéressant pour avoir une illustration du vécu des patients au quotidien. Magali vous en parlait tout à l'heure, la discrimination qui peut y avoir dans tous les champs, hein, que ce soit social, médical ou autre, ou même dans le cadre du travail. Là, on a vraiment une illustration et c'est très intéressant en tout cas